RTCI, un regard différent sur l'actualité. Une approche de proximité, reportage, interview, compte-rendu. La Tunisie bouge, nous sommes à l'écoute. Ecomac Plus, le magazine de l'économie avec Mandorzid, l'avis expert de Sonia Nakash, en collaboration avec l'équipe du journal de la rédaction de RTCI. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de l'économie assuré par Mandorzid avec la collaboration de Madame Sonia Nakash, enseignante universitaire d'économie. Cette émission est diffusée tous les jeudis. Aujourd'hui, la plupart des débats sur la fiscalité et les pays en développement portent sur la fuite des recettes fiscales vers les paradis fiscaux offshore. Mais les pays en développement doivent aussi être attentifs à la question des prix de transfert. Ils éviteront ainsi des pertes fiscales au niveau des transactions transnationales effectuées par les multinationales. La nouvelle disposition de la loi de finances 2019 relative à la déclaration annuelle du prix de transfert entre des sociétés du même groupe entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Quelles sont les entreprises concernées et quel sera l'impact sur ces entreprises? Pour répondre à cela, nous avons invité pour vous Monsieur Arslan Ben Mahmoud, expert comptable. C'est Arslan, bienvenue dans les studios de RTCI. Bonjour Simondre, chers auditrices, chers auditeurs. Merci Simondre pour cette invitation. Comme à l'accoutumée, le choix des sujets que vous faites marque un suivi minutieux, exemplaire de votre part de la scène actuelle, de la législation en vigueur et plus particulièrement la législation fiscale. Qu'est-ce que c'est un prix de transfert? Est-ce important? J'allais vous poser cette question, vous m'avez un peu précédé. C'est Arslan, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est un problème international. Exactement. Et elle nécessite une certaine coordination et un partage de données entre les États. Alors, cernons mieux la question et commençons par ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire de définir d'une manière un peu pédagogique, que ça soit pas très difficile et très ardu pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'un prix de transfert et pourquoi cette disposition qui va s'appliquer dans quelques semaines? Qu'est-ce qu'un prix de transfert et pourquoi est-ce important? Pour répondre à cette question, revenons que dans la presse, les prix de transfert sont souvent synonymes de fraude fiscale, d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale agressive, alors qu'en réalité... C'est-à-dire que quelque chose de négatif, c'est quelque chose oui. avec une connotation... Ce terme commence à avoir une certaine connotation péjorative. Mais rassurez-vous, en réalité, le prix de transfert fait partie intégrante du commerce international et national. Les sociétés peuvent, quelques-unes le font, manipuler les prix de transfert qu'ils appliquent entre ces parties liées, en vue d'obtenir un avantage fiscal. Pour les entreprises, leurs enjeux, par conséquent, devient d'éviter une double imposition. Cette double imposition, d'où elles proviennent? Elles proviennent du fait que l'administration fiscale, en l'occurrence l'administration fiscale tunisienne, puisse réintégrer au résultat imposable en Tunisie le résultat de la société tunisienne, le bénéfice, ce qu'on appelle réputé, transféré à l'international, par voie de manipulation des prix de transfert, c'est-à-dire le résultat d'une transaction faite entre parties liées est inférieur à celui qu'il aurait pu être si la transaction avait été effectuée entre parties indépendantes. Donc pour faire simple, c'est Arslan, excusez-moi, c'est en fait ce jeu, pas de manière péjorative, hein, ce jeu qui fait que une entreprise, un groupe, va essayer de transférer ou de déplacer les bénéfices là où l'imposition est la plus faible. Exactement ça. Je pense que c'est de manière un peu crue. Donc ce qui rend que aujourd'hui, incontestablement, le prix de transfert est le problème de la fiscalité internationale auquel sont confrontées toutes les sociétés du groupe et bien évidemment toutes les multinationales. Selon une étude réalisée en 2016 qui va être mise à jour dans les quelques semaines à venir par un cabinet multinational sur les pratiques des prix de transfert menée auprès de 623 sociétés multinationales exerçant 17... Alors quand on parle de sociétés multinationales, c'est groupes de sociétés. Voilà, c'est des groupes de sociétés, mais qui sont installés dans plusieurs pays et d'autres d'une frontière. Voilà. Donc, sur une enquête effectuée auprès de 623 multinationales exerçant 17 industries différentes dans 36 pays, les prix de transfert constituent la première occupation et préoccupation fiscale pour 39% des entreprises interrogées. 75% de ces entreprises interrogées sont convaincues que les prix de transfert seront une question cruciale pour la gestion des risques liés à leurs états financiers. Et surtout, 1 sur 5 des dirigeants interrogés affirment que leurs organisations manquent d'efficacité opérationnelle,
d'agilité leur permettant de s'adapter avec les évolutions de détermination des prix de transfert. La Tunisie, bien évidemment, fait partie de ce monde, s'est lancée dans ce chantier depuis quelques années. C'est pas à travers la loi de finances pour l'année 2019. Heureusement. On le sait déjà, mais on le sait aussi que ici, en Tunisie, on ne fait pas les choses à moitié. Et il y a toujours cette particularité tuniso-tunisienne dans toutes les législations, et plus particulièrement la législation régissant les prix de transfert. À travers l'application, la particularité de la Tunisie, exactement c'est ça, c'est l'application d'une double présomption de transfert de bénéfices intra-territorial et extra-territorial. Permettez-moi, Simon, d'expliciter davantage cette particularité tunisienne. Ça commence à se compliquer, là. Ah oui, voilà. Cette particularité tunisienne, c'est l'application, c'est que, à l'inverse du droit français, qui est notre première source oui, d'inspiration législative, c'est ça. Le législateur tunisien se distingue par l'instauration des règles régissant les prix de transfert qui couvrent non seulement les transactions faites entre de part et d'autre la frontière tunisienne, mais aussi elle couvre les transactions tuniso-tunisiennes faites entre entreprises tunisiennes exerçant uniquement sur le territoire domestique. Ecomac Plus. C'est une particularité, c'est une particularité tunisienne. Notre invité aujourd'hui dans le magazine de l'économie, nous sommes en train de parler des prix de transfert et de ce texte qui sera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Et Siarslan vient de nous indiquer qu'il y a une particularité au niveau de la législation tunisienne. Le législateur français, pour qu'on puisse expliquer à nos chers auditeurs que pourquoi le législateur français n'a pas opté pour cette application domestique des règles régissant les prix de transfert, parce que pour lui, le risque est moins important et moins effectif lorsque les transactions sont faites dans le territoire français. Intramuros. Exactement, intramuros. Intraterritorial. Dans le premier cas, dans le sens que les transactions sont faites dans le territoire français, la perte n'est qu'éventuelle, parce que la monnaie, bien évidemment, circule dans le même circuit économique, oui, alors que dans le second cas, c'est international, c'est la perte pour le trésor, bien évidemment, elle est définitive. Le législateur tunisien, on va expliciter ce qui a motivé le législateur tunisien. Qu'est-ce qu'il a motivé, voilà. Qu'est-ce qu'il a motivé double pour faire cette extension du champ d'application pour que les règles régissant les prix de transfert couvrent les transactions domestiques. Parce que simplement, le transfert de bénéfices peut résulter de l'existence de simples différences dans le régime fiscal entre deux sociétés dépendantes, bien évidemment locales. Oui. Donc, il y a une qui pourrait être bénéficiant d'un régime fiscal spécifique, l'existence d'avantages fiscaux, l'imposition à un taux d'imposition particulier, parfois certes inférieur, et même une société qui n'est bénéficiant d'un crédit d'impôt. Donc, le système fiscal tunisien étant complexe, étant contenant de multiples régimes fiscaux, soumis à plusieurs taux d'imposition, ça constitue une niche d'optimisation fiscale en matière de prix de transfert. Tant que les entreprises peuvent le faire, quelques-unes le font. Et elles en profitent. La motivation n'est pas uniquement fiscale, parce qu'elle est aussi économique, même encore macroéconomique. Si on peut expliciter davantage, la motivation économique se rattache à la concurrence, au sens commercial du terme. Oui, bien sûr. Dans le sens que cette pleine concurrence va être menacée, que la pratique de manipulation des prix de transfert va fausser le jeu normal de la concurrence. L'avantage fiscal indûment obtenu par une entreprise agir sur ses prix et va l'avantager. Agir sur ses prix, va lui rendre beaucoup plus avantageuse par rapport à ses homologues. Exact. Et bien évidemment, ça fait rompre l'égalité fiscale souhaitée par le législateur. L'effet macroéconomique qui est non moins important, qui est lié à la balance des paiements, à la politique de change, et ainsi de suite. Donc simplement, une simple manipulation des prix de transfert par majoration de prix ou par retardement des paiements vers des pays à monnaie en dévaluation, ça engendre un risque sur la balance de paiement tunisienne, bien évidemment. Oui, effectivement, puisque tout ça rend légitime que les pays du monde, et bien évidemment la Tunisie, agissent et s'équipent d'instruments afin de lutter contre cette érosion fiscale pour que l'objectif ultime, c'est s'assurer que l'impôt soit obtenu où la valeur a été créée. C'est l'indexation de l'impôt à la valeur ajoutée créée. Ecomac Plus. Vous savez, en tant que moi, c'est Arslan, qu'il y a un grand débat, surtout au niveau de l'Europe,
pour taxer ces fameuses GAFA, GAFA, oui, la taxe qui font GAFA, échapper le bénéfice vers les pays les moins imposés. les moins Et imposés. cela fait évidemment une moins-value ou un moindre apport fiscal pour les pays qui logent l'activité de ces grands du numérique. Tout ça rend légitime que tous les pays du monde s'équipent de législation, d'actions, de mesures d'encadrement, de mesures de contrôle, de mesures pour contrecarrer toute manipulation des prix de transfert. La Tunisie, il y a, je dirais qu'il y a une ère avant la loi de finances 2019 et une ère après la loi de finances 2019. On peut expliciter brièvement c'est quoi la différence et les apports de la loi de finances pour l'année 2019 en matière de contrôle des transactions faites en intragroupe. Très bien, oui, je rappelle que mon invité aujourd'hui dans le magazine de l'économie est Si Arslan Ben Mahmoud, jeune expert comptable, et on est en train de parler de prix de transfert, quel va être leur impact sur les entreprises, sachant que c'est une disposition décidée par la loi de finances 2019, et Si Arslan nous dit que il y a une situation avant la loi de finances 2019 et une autre après cette parution de cette loi de finances, qui d'ailleurs entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant la loi de finances 2019, Si Arslan? Donc l'administration fiscale, depuis l'année 2011, plus précisément à travers l'article 51 de la loi de finances pour l'année 2011, a eu l'occasion à traiter les transactions en intragroupe à travers cet article 51. Il venait, je rappelle le contexte, il venait pour rectifier l'article 48 septies du code de l'IRPP de l'IS, qui se positionne dans le chapitre relatif aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, à travers une série d'articles, les articles 30 et suivants de la loi de finances pour l'année 2019, pour redresser le prix pratiqué entre entreprises dépendantes au niveau national et international. Le prix, bien évidemment, c'est toujours le même objectif et la même finalité. Le prix doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché libre entre parties indépendantes. C'est la logique et la philosophie même du redressement des prix de transfert. Comment ce pouvoir s'est renforcé? Oui. À travers 3 points, je dirais. Primo, une nouvelle définition de la notion de dépendance. Secondo, c'est la décharge de la preuve de la minoration de l'impôt. Oui. Tertio, c'est un renforcement de contrôle par l'adoption d'une justification matérielle, par l'adoption de règles de documentation des prix de transfert. Donc la première, c'est une nouvelle définition de la notion de dépendance qui est devenue similaire à celle prévue par le Code des sociétés commerciales, mais est vraisemblablement plus large, puisque le contrôle prévu par le Code des sociétés commerciales est cantonné dans la définition des groupes de sociétés stricto sensus, au sens l'article 461 du Code de société commerciale. Alors si on peut le rappeler, ce fameux article 461. C'est l'article 461 du Code des sociétés commerciales prévoit les conditions d'existence d'un contrôle de droit et de fait. Un contrôle de fait, c'est ça, oui. Exactement. Mais en matière fiscale, la dépendance et le contrôle peuvent être envisagés même en dehors d'un groupe de sociétés stricto sensu du terme. Comment? Donc, à titre d'exemple, des sociétés détenues majoritairement par une personne physique peuvent constituer des entreprises dépendantes, donc, sans qu'il y ait un lien capitaliste entre ces mêmes entreprises. Sans qu'il y ait un lien capitaliste. Et c'est le cas, et c'est le fameux cas des entreprises tunisiennes. Une seule personne physique. De la plupart, je voulais dire. De la plupart. C'est une personne physique. C'est une personne physique qui détient plusieurs sociétés. Voilà. Auparavant, c'était pas qualifié d'entreprise dépendante du fait qu'il n'existe pas de lien capitaliste. Aujourd'hui, vraisemblablement, très facilement, l'administration peut apporter la preuve que le fait que cette même personne ait une participation dans le capital de ces sociétés, donc elle constitue des sociétés dépendantes. Ça, c'est l'élargissement de la notion de dépendance. On creuse encore. Creusons davantage. Oui. Plus encore. À titre d'anecdote, par lecture combinée du code de l'IRPP-LIS, du code des sociétés commerciales, on peut conclure, ou on pourrait conclure, que le fait d'avoir le même gérant, le même administrateur, ou même le même employé, pourrait constituer une présomption quant à l'existence d'un lien de dépendance. Ça, c'est du sérieux même. Oui, mais c'est très sérieux même, oui. Ouais. Donc là, on pousse vraiment on pousse l'analyse. Très, très profondément l'analyse. Par une lecture combinée de tous les textes, l'administration fiscale pourrait conclure,
à l'existence d'un lien de dépendance en ayant le même employé dans des entreprises, sans qu'il y ait un lien capitaliste. Ecomac Plus. Mais est-ce que c'est un cas courant, si Arslan, le fait de trouver le même employé? Oui, le cas d'une seule personne physique qui détient des sociétés, c'est un cas vraiment courant. Voilà. Et le cas des sociétés qui sont détenues par deux personnes physiques apparentées et qui ont le même gérant ou le même administrateur, c'est encore plus courant. D'accord. Donc, passons à la deuxième particularité et le deuxième apport de la loi de finances pour l'année 2019, c'est la décharge de la preuve de la minoration de l'impôt. Si la version ancienne du texte conditionne le redressement fiscal par l'existence d'une vraie minoration de l'impôt entre les sociétés redressées, aujourd'hui, l'administration fiscale s'est libérée du fardeau de la preuve de la minoration de l'impôt. Oui. Pour les mêmes motivations Qui existaient au niveau liées à la concurrence, liées à la balance, ainsi de suite. Et tertio, c'est le renforcement de justification, moi je la qualifie matérielle, des prix de transfert qui consistent en des obligations documentaires selon des normes bien précises en matière de prix de transfert. Très bien. Alors, si Arslan Ben Mahmoud, est-ce qu'on peut connaître ce genre d'obligations documentaires, de quoi il s'agit, quel type de déclaration, leur fréquence? Tout d'abord, permettez-moi de dire que ces obligations documentaires viennent pour apporter un changement radical dans la pratique des entreprises et des professionnels. Ça sera un long combat au quotidien pour les entreprises tunisiennes. On connaît leur structure, leur maturité, leur manière de faire. Ils seront obligés à respecter ces obligations déclaratives et documentaires qui ont pris naissance. Cela signifie, bien évidemment et implicitement, que ces mêmes entreprises doivent se conformer aux règles de détermination des prix de transfert. Ça, c'est de un. Et de se conformer aux règles de documentation selon des normes très bien précises afin de faire face aux investigations d'un contrôle fiscal. Si cette documentation n'est pas disponible, n'est pas documentée, erronée, de lourdes pénalités et sanctions et conséquences peuvent être appliquées. Pour répondre à la fameuse question, d'où vient cette obligation de commentaire? Le législateur tunisien comment s'est inspiré pour prévoir ces obligations documentaires. Certes, ce sont les principes directeurs et les lignes directrices de l'OCDE en matière de prix de transfert. Oui. L'Organisation de coopération et de développement économique, qui est aujourd'hui le spécialiste en matière de prix de transfert. Effectivement. Donc, comme c'est le cas pour de nombreux pays qui en ont transposé ces grandes lignes et ces principes directeurs dans leur législation interne, la Tunisie a fait de même pour que ces obligations seront homogènes d'un pays à l'autre. Donc, rappelons tout d'abord que ces obligations ne concernent uniquement les sociétés établies et résidentes qui contrôlent d'autres entreprises oui. qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 20 millions de dinars. Donc là, ça, c'est la première stratification. C'est le plancher. Il faut que ça soit à partir de 20 millions de dinars de chiffre d'affaires. À partir de 20 millions de dinars de chiffre d'affaires. Les obligations sont au nombre de 3. Une à fréquence annuelle, 2 à l'occasion d'un contrôle fiscal, oui. Et la troisième, c'est, je dirais, que c'est une obligation à caractère multilatéral, international, marquant l'échange d'informations et la coopération fiscale oui, entre les administrations fiscales oui. du monde. On en a parlé puisqu'on avait dit que cette lutte contre l'évasion fiscale impose une coordination et un partage de données. Je crois que ça insère dans cet objectif. Donc la première, elle est prévue par l'article 30 et elle est d'application. L'article 30 de la loi de finances. De la loi de finances pour l'année 2019. Voilà. Elle est applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020. Donc, cette première obligation, elle s'appelle la déclaration annuelle, donc bien évidemment à fréquence annuelle, des prix de transfert. Une déclaration qui doit contenir des informations sur la politique des prix de transfert appliqués. Cette déclaration comportera des informations sur le groupe et des informations sur l'entreprise déclarante. Ça va être un récap sous forme de tableau des transactions faites en intragroupe, leur prix, leur méthode de détermination, le flux, le solde, ainsi de suite. Donc il y aura un formulaire précis. Il y aura un tableau selon le modèle de l'OCDE. D'accord. C'est inspiré des principes de l'OCDE. Donc le non-dépôt, il est puni d'une amende de 10 000 dinars. Chaque renseignement manquant
ou erronée, il est puni d'une amende de 50 dinars avec un plafonnement de 5000 dinars. Ça, c'est la première déclaration dite annuelle des prix de transfert. Elle aura lieu à quelle date? Ça, on doit attendre l'arrêté qui doit fixer. L'arrêté n'est pas encore publié. L'arrêté n'est non encore publié sur les modalités. Mais certes, ça va être fait via des moyens électroniques. Donc la seconde, cette obligation documentaire à l'occasion d'un contrôle fiscal. Cette obligation, elle est prévue à travers l'article 31 de la loi de finances 2019. Pour l'année 2019, applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 et ayant fait l'objet d'un avis préalable de vérification fiscale approfondie uniquement et pas préliminaire à partir du 1er janvier 2021. Ecomac Plus. Passons au contenu. Le contenu sera fixé par arrêté des ministères des Finances, non encore en vigueur. La non-communication, elle est punie d'une amende fiscale administrative égale à 0,5% des montants des transactions concernées, non présentées ou présentées d'une manière erronée. Ah, c'est quand même, c'est lourd, hein. Avec un minimum de 50 000 dinars par exercice contrôlé. Ouf, ça c'est pas du gâteau, ça, hein. Voilà. Donc la troisième déclaration, c'est à dimension internationale. Elle est dénommée, c'est la déclaration pays par pays. En anglais, c'est le Country by Country Report. Cette déclaration s'inscrit dans, comme vous venez de le dire, dans un effort commun, partagé, international, multilatéral entre les pays de l'OCDE et les pays du monde, afin de renforcer l'échange des informations et la coopération fiscale entre les administrations fiscales. Surtout que l'OCDE, rappelons-le, Siaslen avait lancé le projet BEPS. Érosion des bases d'imposition et transfert des bénéfices, qu'on appelle le BEPS. Et d'ailleurs, la Tunisie a adhéré à la BEPS, c'était en novembre 2017. Exactement. D'ailleurs, la Tunisie a adopté ce qu'on appelle les standards minimaux BEPS, les trois actions BEPS que la Tunisie vient de... Et d'où ces obligations... D'où d'ailleurs ces obligations ont pris naissance. Donc cette déclaration s'applique uniquement aux groupes de sociétés réalisant un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros. Donc ça, alors, ce qui fait à peu près 1600 millions de dinars à peu près. Donc 1683, je pense. Bah, ça doit changer, hein. Ça doit changer. Tous les instants même. Donc ça concerne qu'une. Donc disons une frange, une frange peut-être pas très importante, mais en tout cas auquel elle est soumise et doit s'appliquer. Dernier apport de la loi de finances pour l'année 2019. Oui, d'ailleurs, pour conclure, on est presque arrivé à la fin de notre émission. Dernier apport de cette loi de finances pour l'année 2019 sur ce thème de prix de transfert. C'est pas une obligation déclarative, mais c'est une faveur accordée aux contribuables à travers ce qu'on appelle l'accord préalable des prix de transfert. C'est le Advance Pricing Agreement. Donc, c'est un type d'un arrangement avec l'administration fiscale pour une période limitée dans le temps, 3 à 5 ans généralement, qui fixe préalablement les conditions et les termes des transactions à conclure avec les parties liées. Donc c'est une sorte et une forme de sécurité juridique accordée à l'avance aux contribuables. Mais d'ordre pratique, la conception, la mise en place et la mise en œuvre d'une politique de prix de transfert, plus encore le choix de la méthode de détermination des prix de transfert sont des préalables, moi je dirais, indispensables pour une bonne gestion des risques fiscaux liés au prix de transfert, certes dans une logique préventive, mais aussi à l'occasion d'un contrôle fiscal. Donc l'administration va se baser sur ces politiques de prix de transfert qui vont être établies par des professionnels, comptables ou bien des conseillers fiscaux, pour qu'ils soient source et fondement de justesse et de légalité des décisions de l'administration, qu'aussi pour le contribuable voulant se justifier devant l'administration fiscale. Eh ben, tout est dit. Merci beaucoup, Sir Arslan, d'avoir éclairé notre lanterne sur cette histoire de prix du transfert et de leur impact sur les entreprises, les différentes déclarations à établir, surtout que ces dispositions commenceront à s'appliquer à partir du 1er janvier 2020. Voilà. Merci beaucoup, Sir Arslan Mahmoud, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, notre émission est à présent terminée. Je souhaite une bonne continuation à l'écoute des programmes de RTCI. Ecomac Plus, le magazine de l'économie avec Mandorzid, l'avis expert de Sonia Nakache, en collaboration avec l'équipe du journal de la rédaction de RTCI. Ne touchez à rien.